Eh bien voilà, c'est parti. Bonjour Benoît Colomba, bonjour Damien Cuvillier. Bonjour. Merci d'avoir Bonjour. répondu favorablement à l'invitation du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale et de colère du présent. C'est la 20e édition du salon. Nous, au cours de cet entretien, on va repartir 40 ans en arrière à travers une BD enquête que vous avez co-signée tous les deux. Je la montre à l'écran. Le choix du chômage, c'est chez Futuropolis, c'est sorti cette année et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de cette interview. Avant même de commencer les questions, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos fonctions habituelles. Benoît, je vous en prie. Oui, eh bien, moi, je suis journaliste à Radio France depuis bien longtemps, depuis 1995. J'ai été reporter, grand reporter. J'ai couvert l'actualité en France et à l'étranger. Ensuite, j'ai travaillé au sein du service police-justice de France Inter. J'ai toujours eu l'envie de creuser des sujets, de faire ce qu'on appelle l'investigation. Je n'aime pas du tout ce mot parce que pour moi, c'est un pléonasme pour dire journalisme. Mais en tout cas, voilà. Et puis, depuis quelques années, depuis 2016, je fais partie du service investigation, justement, qui a été créé au sein de Radio France pour eh bien, travailler sur des sujets et diffuser des enquêtes au long cours sur toutes les antennes de Radio France. Et puis, parallèlement à ça, j'écris régulièrement des livres d'enquête et récemment, donc, des enquêtes en bande dessinée. Très bien, très bien. Damien? Eh bien, moi, je suis auteur de bande dessinée maintenant depuis, je pense, une dizaine d'années. J'ai notamment jusque-là réalisé des bandes dessinées de fiction, généralement ayant pour trait des périodes et des faits historiques. Je me suis déjà, on va dire, frotter aux journalistes, en tout cas à la bande dessinée de reportage, en participant avec à l'aventure de la revue dessinée, en fait, qui est un média trimestriel qui associe à chaque fois journalistes et auteurs de bande dessinée. Donc, j'ai réalisé pour ce média-là plusieurs reportages et puis également pour le journal Fakir aussi, pour lequel j'avais réalisé des reportages en bande dessinée et puis des illustrations, etc. Donc, mon expérience, elle est celle-ci. Mais voilà, principalement, mais le choix du chômage, vraiment, c'est la première fois que je m'investis sur un album et une expérience au long cours de reportage, en tout cas en bande dessinée. Très bien, très bien. Alors, c'est une BD enquête Ouais. qui vous a pris plusieurs années de travail. Hein. C'est une BD enquête qui fait près de 300 pages, à 280. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble qu'on comprenne ensemble le point de départ de la bande dessinée. D'où vous est venue l'idée de travailler sur le sujet et de travailler ensemble sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Benoît, je vais rapidement expliquer un peu peut-être notre rencontre. Après, je laisserai à Benoît un peu plus expliquer un peu la genèse vraiment de ce livre, parce que c'est de lui que ça vient. Donc, en fait, nous, on se rencontre en 2016 lors d'un festival de bande dessinée par l'intermédiaire de notre éditeur respectif, Claude Gendreau, qui est éditeur chez Futuropolis. Benoît en parlera sûrement, mais avait déjà commis une bande dessinée en compagnie d'Étienne Davodo chez Futuropolis qui s'appelle Chapelle notre enfance, sur laquelle il revenait sur la violence politique des années 60-70 par l'histoire du sac ou l'affaire du juge Renaud à Lyon, etc. Donc voilà. Et donc on se rencontre à ce moment-là lors d'un festival. Et quand
quand on se rencontre, Benoît était en train d'évoquer justement l'idée d'un prochain livre. Et dans mes souvenirs, il y avait déjà le titre qui était là, Le choix du chômage, et justement cette idée, en fait, qui va être le fil rouge de notre enquête, voilà, de dire qu'est-ce qui, depuis des décennies maintenant, tout est fait pour, en tout cas, les différents gouvernements se suivent et pour dire se ressemblent et à chaque fois avec cette idée de lutter contre le chômage, de tout faire pour le plein emploi, ce qui est visiblement l'idée poursuivie. Mais on voit bien qu'en réalité, les choix politiques qui sont faits, les choix économiques vont vraiment dans le sens contraire en fait. Et voilà, et moi, cette idée-là m'a tout de suite intéressé. En tout cas, ce point de départ et cette question, déjà en tant que lecteur, en tout cas en tant que citoyen, d'en connaître, d'en savoir un peu plus sur ce sujet m'a vraiment titillé. Et je me suis retrouvé en plus avec joie embarqué dans cette aventure. Voilà pour vous résumer un petit peu. Et je vais céder la parole à Benoît qui racontera un petit peu d'où ça vient parce que Oui. c'est quelque chose qu'il a développé depuis très longtemps. Très rapidement, pour effectivement compléter ce que vient de dire Damien, l'idée de ce livre, elle est venue par deux chemins différents mais complémentaires. Le premier, c'est d'abord mon travail à la radio. Il se trouve que par la force des choses, je suis de plus en plus amené à travailler, à enquêter sur des thématiques, des sujets économiques et financiers, ce qui est tout à fait normal finalement parce que c'est là que ça se passe, c'est là que le pouvoir, le véritable pouvoir, ou celui des multinationales, des thématiques autour de l'évasion fiscale, c'est là que ça se passe aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui les États moins puissants que des groupes privés. Et puis, le deuxième chemin, mais complémentaire encore une fois, c'est justement cette bande dessinée Cher pays de notre enfance avec Étienne Davodo, donc qui est sortie en 2015, qui traite de la violence politique, de l'arrière-cour de la politique gaullienne, pompidolienne ou giscardienne, avec ses officines, le service d'action civique, cette violence politique, cette histoire qui n'est pas dans les livres d'histoire encore en France, ou dont on parle assez peu, un peu. Il y a quelques rares historiens qui s'y intéressent, mais assez peu par rapport à d'autres pays comme l'Italie, par exemple. Et c'est ce que j'appelle les années de plomb à la française. Et donc, c'est un moment en fait où le pouvoir politique a encore les manettes économiques et financières, et ça m'intéressait de raconter la suite de l'histoire, le moment où effectivement il y a ce grand basculement qui s'opère à la fin des années 70, et d'aller voir de plus près comment finalement le politique décide de lâcher ces manettes-là, pourquoi, comment, par qui, et quels sont les sous-bassements de ces grands choix qui ont été opérés à ce moment-là. Très bien. Alors, vous avez choisi d'intégrer le point de départ de l'enquête dans la bande dessinée. Ça commence comme ça. Pourquoi ce choix, justement pourquoi ne pas avoir commencé directement voilà, par le récit en lui-même ou le résultat de votre enquête? Vous avez vraiment, je trouve, c'est assez original d'avoir intégré tout de suite au début de la BD cette rencontre. Pourquoi ce choix? Est-ce que C'est à la fois, je vais laisser Damien répondre, mais les raisons tiennent à la fois pour le fond et la forme. C'est-à-dire que dès le début, ce projet, vraiment au long cours, hein, cette aventure, parce que c'était une montagne à laquelle on s'attaquait, dès le début, on l'a pensé avec Damien, avec l'idée qu'il fallait intégrer notre travail à ce travail, justement, que ça faisait partie du sujet, finalement, et ça permettait de montrer aussi au lecteur d'où on parlait. Donc, c'est-à-dire à la fois d'intégrer les coulisses, donc d'un point de vue narratif aussi, de pouvoir nous suivre dans cette histoire assez touffue, assez dense, qu'on a évidemment essayé de rendre lisible, et c'est là où le dessin et celui de Damien a toute sa force, toute sa puissance. Mais enfin, voilà, il fallait quand même entrer dans cette histoire, pouvoir avancer dans cette jungle de la manière la plus claire et ludique possible. Et c'était une manière de le faire. Et encore une fois, en montrant notre position, d'où on parlait, et avec un échange aussi entre Damien et moi, parce que voilà, c'était intéressant de montrer aussi l'interaction qu'il pouvait y avoir entre nous deux.
Et puis aussi une volonté quelque part de tenir un petit peu une sorte de journal de bord finalement, parce qu'on savait qu'on s'embarquait pour un travail au long cours. Il y avait, on y reviendra, mais en fait c'est un livre qui a eu plusieurs phases de réalisation. Il y a une première phase qui était assez longue, qui était celle des entretiens. On a rencontré une trentaine d'intervenants et on se doutait bien que nos rencontres… Plus qu'une trentaine, Damien. Plus qu'une trentaine, même une quarantaine. Hein, mais en tout cas, on savait bien que nos rencontres, nos débats avec ces intervenants seraient émaillés de l'actualité. Et ça nous semblait intéressant, une fois de plus, de passer, comme le disait Benoît, de passer voilà, ce pacte aussi avec le lecteur, de dire voilà, qui on est, d'où on vient, mais aussi de dire voilà, à quel moment on rencontre telle personne et qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Voilà, c'était aussi de dire ce livre, on sait bien, même si je pense que énormément de choses que l'on développe, dont on parle, ne sont peut-être pas prêtes de se démoder, mais qui sera aussi le témoin de son temps, en tout cas. Très bien, très bien. Alors, je vais vous proposer une devinette. Je vais faire une citation et je vais vous proposer de me dire qui, d'après vous, est l'auteur de cette célèbre citation. C'est facile. Hein. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Bon, je pense que tout le monde a deviné de qui il s'agissait. Mais justement, l'une des raisons pour laquelle… Alors moi, je vais botter en touche. Hein, je ne vais pas dire le nom de la… C'est moi qui vais le dire, mais je pense que je lis dans vos pensées, Damien. Oui. C'est bien évidemment François Hollande, oui. au cours de la campagne pour la présidentielle de 2012. Ouais. Pourquoi je fais cette référence? C'est parce que le choix du chômage, dans cette BD enquête, il y a au contraire 40 personnes interviewées et pour le coup, elles ont des visages, elles ont des noms, elles ont des adresses, elles ont des fonctions et tout le travail de votre enquête, ça a été aussi justement de nous donner à voir des personnes qui ont joué un rôle ou qui ont un regard sur ces 40 années durant lesquelles ce choix du chômage s'est imposé. Justement, on pourrait donner un autre nom, hein. On pourrait donner un autre nom en plus de François Hollande. Jean-François Trans. Jean-François Trans, qui est un pseudonyme. Derrière ce pseudonyme se cache notamment François Hollande, mais pas uniquement. Les partisans de Jacques Delors au début des années 80, qui s'étaient rebaptisés, donc c'était ce qu'on appelait les transcourants. Et on retrouvait notamment Jean-Pierre Jouillet, qui était un proche collaborateur de François Hollande, qui a occupé des éminentes fonctions au sein de la République, qui a été également ministre de Nicolas Sarkozy, et qui était un petit peu le père spirituel d'un certain Emmanuel Macron, et également Jean-Yves Le Drian, qui a été ministre de la Défense sous Hollande, actuel ministre des Affaires étrangères, et qui avait co-signé un livre au début des années 80 qui s'appelait La gauche bouge, dans lequel tout était là en fait. De la même manière qu'on a retrouvé dans les archives des articles justement de François Hollande dans le journal Le Matin, proche du Parti socialiste, dans lequel il déroulait sa pensée. Et donc, dans ce livre, La gauche bouge, c'était déjà un peu le mode d'emploi de ce que devrait être une gauche moderne, entre guillemets, la fameuse troisième voie de Tony Blair, en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on y allait chercher ce qu'on a appelé des pièces à conviction, un peu comme dans une enquête policière. Elle en fait partie, parce que ce livre, La gauche bouge, c'est difficile de le trouver aujourd'hui, mais tout était là, en fait, finalement. Il fallait aller chercher ces éléments-là, et pour les assembler, un peu comme dans un puzzle, pour donner une image la plus nette possible et comprendre ce qui a pu se passer par la suite. Comme le dit un de nos interlocuteurs, finalement, rien n'est caché ou quasiment rien, mais tout n'est pas en pleine lumière. Oui, tout à fait. Et je reviens sur la citation de tout à l'heure de François Hollande, mais justement, là encore, la volonté de ce livre, justement, vous l'avez dit, mais c'est de mettre des visages sur ce monde-là, en fait, sur ces différents acteurs et politiques et économiques qui ont participé à ces grands choix. Et justement, là aussi, c'est une sorte de… on voulait raconter ce sorte de contre-récit qui voudrait que, justement, cette économie folle, mondialisée, en fait, tout le monde l'a subi, on n'avait pas le choix, c'est une sorte de grand mouvement mondial. Et
en fait, on voit bien que quelque part, ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que là, il y a vraiment des gens qui ont été à la manœuvre, qui ont pris des décisions. Ces décisions ont eu des conséquences réelles. Et surtout, on voit bien que parmi ces gens qui ont pris ces décisions, bah, les Français, en tout cas, ont été assez actifs, en tout cas, que ce soit des élus ou des hauts fonctionnaires. Très bien, très bien. Justement, il y a, dans les personnes que vous avez interviewées, il y a des personnes connues, d'autres qui le sont moins. Comment ça s'est passé, ces interviews? Il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a 40. Hein. On voit que c'est des interviews denses, c'est des interviews très riches. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que vous avez essuyé des refus? Comment vous avez pris contact avec les personnes? Est-ce que vous aviez un plan préétabli ou c'est venu aussi pour certaines d'entre elles au fur et à mesure? Dites-nous comment ça s'est passé, hein, ce jeu de piste à travers les acteurs, hein, ceux qui ont imaginé, conçu ou qui ont été aux manettes, hein, du choix du chômage. Et puis il y a aussi des gens qui ont observé, hein, ou qui sont critiques vis-à-vis de ce choix du chômage, je tiens à le préciser. Vous avez interviewé par exemple Coralie Delhomme à laquelle on pense, hein, Barbara Stiegler, James Galbraith, mais aussi des hauts fonctionnaires, aussi des acteurs. Hein, je pense à Jacques Delors, qui ont été les artisans de ce choix du chômage. Alors, on n'a pas rencontré Jacques Delors, mais en revanche, il y a effectivement des gens comme Michel Combessus ou Jean-Claude Trichet Ouais. qui interviennent. Je réponds rapidement un petit peu sur le procédé, puis je laisserai la parole plus en détail à Benoît, mais juste pour revenir un peu sur la méthodologie, effectivement, sur la phase de travail, il y a eu déjà, comme je le disais tout à l'heure, un premier temps qui a été vraiment les entretiens qui ont été assez longs, en fait, cette quarantaine d'entretiens qui a été à chaque fois préparés d'une manière très, très méthodique par Benoît, et je pense qu'il le précisera, mais à chaque fois, ces entretiens fleuves qui duraient pas moins de 2 heures, voire plus à chaque fois, Benoît les avait préparés en amont en lisant tout, absolument tout. Enfin, c'est des entretiens qui étaient vraiment très, très, très préparés. Je ne sais pas combien de livres il a pu lire à chaque fois, ou d'interviews de nos intervenants. Et puis, ensuite, ces entretiens ont été préparés avec une architecture du livre qui est finalement à peu près celle finale, c'est-à-dire Benoît avait déjà préparé en fait les différentes grandes thématiques du livre et on savait à peu près justement quel intervenant pourrait venir en tout cas répondre à ces différents moments en fait. Voilà. Et je laisse la parole à Benoît pour la suite. Oui, non, mais Damien a parfaitement résumé les choses. Je dirais que autant le livre, l'objet, l'objet du délit est assez original. Et c'était ça l'intérêt, évidemment. Autant on a vraiment voulu, dans la forme, ouvrir vraiment les portes et les fenêtres, utiliser tous les moyens disponibles que pouvait avoir Damien dans sa boîte à outils de dessinateur, etc., de faire preuve d'imagination, d'inventivité, etc. Autant il fallait absolument que le socle vraiment de l'enquête soit vraiment absolument béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne part pas comme ça à l'aventure sans billes. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un énorme travail préparatoire de défrichage, de lecture, mais j'ai envie de dire un travail journalistique très classique, tout simplement, comme on fait là on le fait parce que c'est une enquête en bande dessinée, mais comme on le fait classiquement pour un travail de journalistique digne de ce nom. Donc un énorme travail d'immersion pour essayer de comprendre déjà de quoi il retourne, d'effectivement, comme le disait Damien, lire le maximum de choses. Par rapport, identifier les points clés, les moments clés, les personnes clés, voilà, pouvoir les contacter dans un deuxième temps. Donc voilà, ce travail, il est absolument indispensable. Après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il fallait qu'on ait une vision la plus claire possible du sujet qu'on voulait traiter, en ne s'interdisant pas, bien évidemment, d'ouvrir certaines portes. Je prenais l'image du chemin tout à l'heure, il fallait qu'on ait quand même une carte géographique avec quand même un chemin à suivre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas prendre
des chemins de travers, c'est qu'on a pu découvrir des choses au cours de l'enquête. Après, ça, c'est pour la méthode. Et après, pour les personnes qu'on a rencontrées, là aussi, ça s'est passé de la manière tout à fait la plus classique possible, à savoir qu'on a sollicité ces personnes, on leur a expliqué qu'on faisait une enquête en bande dessinée sur les grands choix économiques de la France ces 50 dernières années. Voilà. Bon, la plupart pour continuer de répondre à la question, la plupart en fait des personnes qu'on a contactées ont accepté. On évoquait Jacques Delors. Jacques Delors ne donne plus d'interview aujourd'hui. On nous a dit, mais on l'a fait vivre, on a fait vivre sa parole en retournant aux sources, justement, comme je le disais. On a rencontré Pascal Lamy, qui était un de ses plus proches collaborateurs. Donc voilà, il y a eu tout un travail pour faire résonner la voix de ces différents intervenants. Et en grande majorité, encore une fois, ils ont accepté. Il y a eu quelques refus. Laurent Fabius, qui pendant plusieurs mois, nous a fait un peu lanterner. Finalement, il a dit non, mais encore une fois, on a utilisé d'autres matières pour qu'on entende sa parole. Et puis Jacques Attali, qui au dernier moment a annulé le rendez-vous. Voilà. Mais sinon, la plupart des personnes ont accepté. D'accord, elles ont accepté et elles étaient au courant du projet. Voilà, effectivement, vous n'avez pas rencontré Jacques Delors. Oui, non, tout à fait. Il n'y a pas eu, je veux dire, il n'y a pas eu d'effet de surprise. Alors après, le résultat final, peut-être que certains découvriront exactement le résultat final dans tous ces détails, mais je veux dire, les choses étaient tout à fait claires dès le départ. On a même fait, pour être tout à fait clair et honnête avec les gens, une fois qu'on avait fait le choix des extraits qu'on allait diffuser, on les a transmis aux personnes intéressées en disant, voilà, finalement, parce que comme le disait Damien, c'était des très longs entretiens, donc par honnêteté intellectuelle jusqu'au bout, on a montré les passages qu'on allait garder dans le livre. Il n'y a pas eu de problème. Très bien. Justement, Damien, je me tourne vers vous. Racontez-nous, c'est une bande dessinée, la dimension graphique, la dimension illustrative est fondamentale et très importante. Racontez-nous justement, en tant que dessinateur, comment ça s'est passé, dessiner pendant les interviews. Quelle posture vous avez adoptée, vous, tout en étant membre à part entière, participant aux interviews, et puis en dessinant. Comment ça s'est passé concrètement? Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette aventure en participant à ce livre, c'était également de suivre, en tout cas, Benoît dans ce travail-là, comme on disait. C'est quelqu'un qui prépare énormément ses entretiens et ça, c'était assez passionnant aussi de le voir, lui, au travail, de le voir à l'œuvre aussi, mener ses entretiens. Et donc, j'étais présent à quasiment tous, et il y a quelques-uns où je n'ai pas pu être là, mais j'étais présent sinon à chaque fois. Et dans ces cas-là, moi, j'étais là et je faisais des portraits des gens, de nos différents intervenants. L'intérêt, c'était aussi parce que dès ce moment-là, dès les entretiens, on commençait là aussi à préparer le livre. C'est-à-dire que même si effectivement on lisait, il y avait différentes étapes de travail, ça n'empêche que tout ça avance au fur et à mesure, les pièces bougent. C'est-à-dire que ce qui était intéressant lorsqu'on faisait les entretiens, c'est que Benoît, par exemple, dans ses questions, parfois amenait les intervenants dans le cas où il leur demandait, par exemple, de raconter des événements passés, des moments un peu clés, et d'essayer d'être très très précis sur exactement quel jour ça s'est passé, à quel endroit cela s'est situé. Je pense qu'il avait un peu en tête la manière dont j'allais le mettre en scène, le dessiner. Donc ça, c'était assez marrant parce que du coup, il y avait déjà cette pensée de comment on allait pouvoir mettre cette histoire en scène. En fait, donc il essayait vraiment d'interroger les intervenants sur des points très précis. Donc moi, à partir de là, je sais que parfois, ça nous est arrivé en sortant des entretiens en disant, mais ça, tel moment que notre intervenant nous a raconté, ça, on va le dessiner, on va le mettre en scène, et on sait déjà, voilà, on va commencer par un gros plan, et puis après, il y a ceci, il y a cela. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, vraiment, c'était une forme très, très mouvante jusqu'au bout, en fait, ce livre. Et l'intérêt, effectivement, de participer à chaque fois à ces entretiens, c'était là aussi pour essayer de comprendre quelque chose, en tout cas, de
de ces personnes. Effectivement, ce que disait Benoît, c'est en recueillant la parole, on essaie de recueillir une certaine vérité. Et puis, effectivement, par l'expression de leur corps, leurs gestes, et puis, j'ai envie de dire, le décor. Enfin, je veux dire, les différents... C'est assez intéressant parce qu'il y a, j'ai envie de dire, il y a double lecture, il y a triple lecture dans ce livre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a ce que nous disent les gens, il y a l'endroit d'où ils parlent, qui sont leurs fonctions, mais vraiment le décor, là où ils sont, en fait. On ne rencontre pas, effectivement, quand on rencontre Pierre Dormagnan, qui est le président du syndicat des chômeurs, on rencontre dans un bar de banlieue. Bon, quand on rencontre Jean-Claude Trichet, on rencontre au sein de ses bureaux de la Banque de France. Ce n'est pas la même chose non plus, donc ça dit quelque chose. Et puis, on se rendra compte aussi que cette histoire, en tout cas pour ce qui est des décideurs politiques ou autres, qui ont fait cette histoire, qui ont été à la manœuvre de cette idéologie économique, c'est quand même principalement des hommes. Il y a très peu de femmes. Les femmes qui sont présentes dans ce livre, ce sont des intervenants extérieurs, j'ai envie de dire. C'est Coralie Delhomme, vous l'avez dit, c'est Barbara Stiegler. Voilà, alors si, il faut rendre justice à une femme qui est jusque-là encore la seule première ministre de l'histoire de la Ve République, qui est Edith Cresson. Voilà. Mais sinon, voilà. Et donc ça... Encore une fois, pour moi, c'est évident que le dessin avait toute sa place, en tout cas, pour raconter cette histoire. Justement, Damien, sur le dessin, on voit qu'il y a différentes temporalités dans le récit, et ça se traduit aussi dans le dessin. Dites-nous-en un peu plus, là, comment vous avez imaginé dans l'illustration graphique ces différentes temporalités pour les restituer et donner à voir au lecteur ces rétrospectives. Dites-nous un mot aussi sur le sujet. Oui. Là aussi, effectivement, le récit, il est, comme vous dites, il a plusieurs strates. D'une part, il y a l'histoire présente où, effectivement, le fil rouge, un peu, c'est Benoît et moi, quoi. C'est notre enquête, c'est l'avancée de cette enquête. Et puis, nos différents intervenants. Et puis, et là, il y a un traitement graphique assez particulier pour ce moment-là. Et puis, au moment où nos intervenants racontent des moments qu'ils ont vécu eux, c'est encore un autre style graphique. Et puis, quand on a affaire à des moments qui sont plus là, des transpositions, on va dire un petit peu plus il y a des moments où on essaye d'être un peu plus explicatif ou pour expliquer certains rouages financiers ou économiques. Là, c'est encore un autre traitement graphique. Et là, l'idée, c'était justement que le dessin accompagne cette histoire, que ce soit le plus clair possible, qu'il n'y ait pas de mépris sur ce dont on parle, que chaque moment soit bien distinct. Et puis, encore une fois aussi, qu'on puisse suivre toute cette histoire-là de la manière la plus fluide possible, parce que c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs dimensions. Alors, vous l'avez dit, c'est un bouquin qui est long, qui est très dense, mais parce qu'il y a énormément de notions à avoir aussi, c'est-à-dire qu'il y a une dimension historique, il y a une dimension politique, une dimension économique, qu'il y a effectivement là aussi des courants de pensée à raconter. Je veux dire, on peut pas faire l'impasse sur certaines figures. On revient longuement sur des gens comme le parcours de Friedrich Hayek, par exemple, ou des gens comme ça, ou un autre personnage qui, je pense, en France, on connaît peu, qui est Tommaso Padoa-Schioppa, qui a été un architecte très, très important de la construction européenne. Donc voilà, et là, on ne pouvait pas ne pas prendre le temps et du coup des pages pour raconter un peu le parcours de ces gens-là. Très bien. Justement, moi, je voudrais vous interroger sur cet aspect-là. Et là, c'est pas trop. Je m'avance un petit peu vite, peut-être, Damien, vous allez très vite me corriger, mais la BD enquête qui va sur le champ économique et social, de ma petite culture en la matière,
Je n'ai pas l'impression que ce soit une tradition ancrée dans le 9e art français, même si récemment, il y a eu, par exemple, Sortie d'usine de Benjamin Carl et David Oui. Lopez. Je pense à Baptiste Desrail et le pas de Manu. Mais ces incursions sur des sujets comme ça, très politiques, avec une dimension économique et sociale, c'est pas trop dans la tradition française, sauf erreur de ma part. On voit, c'est peut-être plus répandu dans les comics américains. Pourquoi avoir fait le choix de recourir à la bande dessinée plutôt qu'un livre classique auquel, par exemple, vous, Benoît, vous êtes plutôt habitué à travers vos précédents ouvrages. Je pense à une autre enquête extrêmement riche, l'histoire secrète du patronat. Pourquoi avoir fait le choix de la BD, hein, tout simplement? C'est vrai que c'est plus une tradition américaine. On peut citer notamment Economics ou d'autres livres en bande dessinée qui sont sortis plus récemment sur la crise financière, mais qui sont par définition donc des histoires beaucoup plus américaines. Alors dans le livre, évidemment qu'on parle des Américains, évidemment qu'on élargit la focale au niveau historique, on remonte au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, etc. On recontextualise tout cela. Les Américains sont présents, mais là, l'idée, le fil rouge du livre, c'était vraiment les choix politiques français et encastrés, évidemment, dans la construction européenne. Donc, pourquoi avoir fait ce choix-là? Justement, parce que, premièrement, ça permet, comme on le disait tout à l'heure, de montrer, dessiner les visages de cette histoire, ça c'est très important. Certains sont connus, d'autres sont extrêmement méconnus et pourtant ces personnes ont joué un rôle crucial dans les grands choix qu'on documente. Deuxièmement, justement, ça permet de relier en fait tous ces points-là, parce que de faire des connexions, parce que l'histoire qu'on raconte, on plonge dans le passé pour comprendre le présent, de ce qu'on vit aujourd'hui et la conséquence de tous ces choix-là, et dans lesquels les Français ont joué un rôle important justement. Ils n'ont pas subi passivement ce grand mouvement de mondialisation et de libéralisation des capitaux, mais ils ont au contraire joué un rôle actif. Donc ça, c'est documenté, il faut le montrer. Il faut montrer également l'importance de l'idéologie qui sous-tend ces choix. Ce n'est pas des choses comme ça qui tombent du ciel. Donc on revient notamment en détail sur ce qu'est le néolibéralisme et pas uniquement l'ultralibéralisme, c'est quelque chose de différent. On voit très peu Reagan et Thatcher dans notre BD. On s'attarde, on a une page, Damien fait une planche pour montrer les différentes planètes de la galaxie libérale, avec effectivement des planètes assez différentes. Et le néolibéralisme, c'est vraiment cette idée que l'État a un rôle à jouer, un rôle bien précis qu'on veut lui assigner, servir le marché en l'occurrence, c'est le droit privé qui doit prévaloir. Et cette pensée, elle s'inscrit dans une généalogie, une architecture. Il y a des personnes derrière, à l'instant, Damien parlait de Friedrich Hayek, Walter Lippmann, et c'est une idéologie qu'il faut prendre au sérieux et qui se mobilise au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand effectivement l'État-providence revient au premier plan. Donc tout ça, la bande dessinée permet de le montrer et permet aussi d'inclure voilà, les coulisses de notre travail, comme on le disait tout à l'heure, et en assemblant tout cela, eh ben, ça donne un récit qui est assez singulier. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a été rattrapé finalement par l'histoire parce que les gilets jaunes sont arrivés, le coronavirus, et qui donnait finalement encore plus de sens au travail qu'on était en train de faire. Très bien. Et puis, effectivement, l'envie aussi, c'était quand même de pouvoir, quelque part, amener une sorte de contre-récit à un discours extrêmement dominant sur l'économie. C'est-à-dire que, bon, il y a toujours, à chaque fois, en tout cas dans le discours politique, ce truc de dire que bon l'économie c'est un peu compliqué, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de rentrer dans le détail parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Et puis, encore une fois, quand que ce soit des hommes politiques ou des éditorialistes ou autres, il y a vraiment, oui, vraiment un discours une seule voix et un seul discours qui serait celui qui est un discours responsable, un discours sérieux, adulte, et voilà. Et un autre qui serait alternatif, qui serait un peu plus, je sais pas, adolescent, ou un peu plus moins sérieux, on va dire. Et donc d'aller aussi contre ça, c'était un peu notre volonté aussi, notre gageure aussi, de dire, bah, voilà,
Ok, d'accord, il y a ce discours-là, mais allons jusqu'au bout, essayons de le pousser dans ces contradictions aussi, quoi. Et peut-être essayer de toucher un autre public aussi plus large pour finir de répondre à la question, parce qu'à la fois on voulait faire quelque chose qui soit le plus précis possible, le plus documenté possible, qui sans doute intéressera le public qui s'intéresse déjà à cette question, mais à ces questions-là. Mais l'idée était d'aller au-delà. Et justement, comme l'idée du livre, c'est d'essayer de démythifier le côté prétendument scientifique de ces choix économiques qui restent des choix économiques. Et justement, l'économie n'est pas une science. On revient sur notamment la création du prix Nobel d'économie. Et donc, voilà, en revenant sur les coulisses de certains grands choix qui sont présentés comme intangibles, c'était une façon de montrer qu'on peut aussi faire d'autres choix qui peuvent être discutés et contestés démocratiquement. Et de remettre ces questions-là dans le débat public. Parce qu'il y a une espèce d'intimidation intellectuelle et un débat qui est assez préempteur, en disant non, non, mais écoutez, c'est trop compliqué pour vous. Ben non. Et c'est vrai que ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait faire à travers ce livre. Très bien. Le titre, le choix du chômage, c'est un titre provocateur, j'ai presque envie de dire, et qui peut a priori heurter. Alors, ça dénote, j'ai presque envie de dire, une volonté délibérée. Alors, une volonté délibérée de qui et dans quel but? Damien ou Benoît? Ben, en fait, alors je ne sais pas, je commence, Damien, Vas-y, vas-y, tu vas-y. compléteras, mais Ouais. pas si provocateur que ça, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que paradoxalement, ce titre, il est arrivé assez vite entre nous. Voilà, entre Damien et moi. Mais je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais en fait, au cours de nos entretiens, cette formule, elle a été employée par certains de nos interlocuteurs, Mm. voilà, très, très divers d'ailleurs. Ça pouvait être le représentant des précaires et des chômeurs, ou Jean-Pierre Chevènement, ou d'autres, etc. Donc cette formule, elle est arrivée en fait, sans qu'on la mette sur la table, dans la bouche de certains de nos interlocuteurs. Ça, c'est la première chose. Donc ce titre, il s'est imposé finalement au terme de notre travail. La deuxième chose, c'est que en fait, c'est bien sûr, car on peut dire qu'il y a un côté provocateur, mais c'est pas juste une formule, ça a du sens derrière. C'est-à-dire que cette formule, d'ailleurs, on peut l'entendre de deux façons différentes. Je vous rappelle que dans les années 90, en 94, il y a un article qui a été publié par Denis Oliven, hein, qui est voilà, quelqu'un qui est à la tête de médias, qui est passé par Europe 1, Marianne, aujourd'hui je crois Libération, et Denis Oliven, voilà, qui fait partie de ce mouvement social-démocrate et qui en 94 avait publié un article dans le débat qui s'appelait La préférence française du chômage. Alors lui, évidemment, il l'entendait dans le sens, il y a du chômage de masse, c'est parce qu'on n'a pas fait assez les réformes de structure, l'État-providence, ça va bien, bon, voilà, il faut un peu plus libéraliser tout ça et comme ça, on aura moins de chômage. Bon, nous, évidemment, c'est dans l'autre sens qu'on l'utilise. Mais attention, quand on dit le choix du chômage, ça veut dire que c'est finalement, on va au bout du raisonnement, c'est-à-dire qu'on fait des liens justement entre les politiques qui sont menées, les grands choix qui sont opérés depuis plus de 40 ans et le chômage de masse qui en résulte. On fait des connexions. Et en fait, évidemment que ce n'est pas l'idée que c'est trois personnes qui se mettent autour d'une table en disant on va faire augmenter le chômage, mais c'est la conséquence de politiques qui sont faites. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que finalement, cette formule, elle est aussi, pas de cette manière-là, mais le fait qu'il va y avoir une augmentation du chômage suite à certains choix économiques, c'est quelque chose qui, à certains moments, est reconnu par exemple, Alain Minc ou Jacques Delors, en disant que finalement, à certains, alors évidemment, eux, ils disent à certains moments de l'histoire, mais que le chômage va être le prix à payer, par exemple, pour faire l'union économique et monétaire en disant bah oui, il faut qu'on s'aligne avec des taux d'intérêt forts sur le marque allemand, mais oui, c'est vrai, ça va faire augmenter le chômage. Un Alain Minc ou un Jacques Delors le dit à un moment, mais c'est pour faire l'union économique et monétaire, et donc c'est pour, entre guillemets, dans leur esprit, le bien commun. Donc c'est quelque part quelque chose aussi qui est dit à certains moments. Et je finis juste par, il y a aussi, on le voit, un côté très cynique. À un moment, on révèle une note de la banque américaine JP Morgan de 87 qui se réjouit
d'un taux de chômage important de 11%, parce que justement, ça permet de rester dans ce couloir des options économiques et ça permet de faire pression sur les salaires et d'éteindre toutes les revendications sociales. Donc, ce n'est pas nous qui l'inventons, hein. Très bien. Et juste pour compléter rapidement, mais le sous-titre de notre livre, c'est une enquête sur les racines de la violence économique. Et par cette violence, il y a aussi une certaine déconnexion parce que, comme le disait Benoît, en fait, certains finissent par avouer, de dire, bah oui, bon, effectivement, que certaines mesures peuvent, à certains moments, amener un chômage de masse. Mais bon, alors effectivement, parce que peut-être aussi parce qu'on a les réformes, des bonnes réformes structurelles n'ont pas été faites, etc. Et puis parce que bon, l'État reste généreux et quand même heureusement, hein, on a même un moment, Pascal Lamy qui nous dit, on n'a pas eu de Thatcher en France et pour plein de raisons et heureusement peut-être. Bon, voilà. Avant d'ajouter, bon, quand même, l'État, la France reste un État très généreux. La preuve, on assure quand même des matelas sociaux, en tout cas des amortisseurs qui sont quand même assez assez généreux. Mais et pour moi, là, c'est la première violence aussi, c'est de dire, mais en fait, je pense que ces gens-là n'ont absolument aucune idée de ce que ça peut être de vivre avec 500 euros par mois, en fait, parce que c'est de ça dont on parle quand on parle de gens qui vivent avec les minima sociaux. On parle de sommes vraiment dérisoires et de pouvoir s'en contenter, de se dire, bon, bah finalement, c'est pas si mal que ça. Pour moi, c'est une première violence, en tout cas. Tout à fait. Justement, je reviens, Benoît, sur un élément que vous venez de citer. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans votre enquête, sont ces pièces, j'ai presque envie de dire, voilà, vous avez déniché au cours de votre enquête des pièces rares, hein, un peu à la manière de Limier. Vous avez parlé de cette note de la banque américaine, la banque d'affaires américaine JP Morgan. Il y a aussi une note d'un proche collaborateur de Raymond Barre, hein, de 1979. Est-ce que vous pourriez justement nous dire aussi comment, voilà, dans votre investigation, vous avez réussi à mettre la main sur ces éléments, hein, pas à pas, qui permettent de dérouler votre enquête? Oui, typiquement, ça, c'est des choses qu'on a récupérées au cours de notre travail. Il y a deux lignes directrices. Il y avait la première ligne directrice qui était de rencontrer les acteurs et les témoins de cette histoire pour recueillir leurs témoignages et les confronter à leurs choix. Et puis, il y avait une deuxième ligne qui était mettre en perspective avec des personnes, des chercheurs, des juristes, des philosophes, des spécialistes du droit du travail ou des économistes qui auraient travaillé sur ces thématiques-là et pour essayer d'avoir un regard sur justement cette histoire-là. Et donc, c'est au cours de ce travail-là qu'on a pu récolter toute une série d'éléments. Je pense par exemple quelqu'un comme le sociologue Benjamin Lemoine, qui est un spécialiste du circuit du trésor et du fonctionnement de la dette, nous a beaucoup aidé, notamment à récupérer certaines de ses archives, lui-même ayant écumé ces archives-là au cours de notre travail. Et donc, ce sont comme ça des petites pépites qu'on a voulu utiliser. Donc, par exemple, effectivement, cette note de 79 d'un collaborateur de Raymond Barre à l'époque Premier ministre, hein, la période Barre-Giscard est tout à fait cruciale dans cette histoire et qui écrit noir sur blanc qu'il ne faut surtout pas essayer de lutter contre le chômage à court terme et rester dans le couloir de ces options, qui est lutter contre l'inflation, avoir une monnaie stable, etc., pas de déficit. Bon. Et donc voilà, donc oui, tout à fait, c'était tout à fait très important d'avoir cette masse documentée qui permettait de montrer comment ça se passait dans les coulisses, où je pense à d'autres notes aussi de collaborateurs de Pierre Bérégovoy ou de Pierre Bérégovoy lui-même qui montrent qu'à un moment, il voit bien que cette politique-là ne fonctionne pas. Très bien, très bien. Je reviens sur cette dimension historique. Vous venez de citer la période Raymond Barre, qui a joué un rôle important. Moi, j'ai vu aussi deux autres périodes cruciales dans votre enquête au long cours. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir au début des années 80, avec le tournant de la rigueur. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, le tournant de la rigueur, il s'est joué avant 1983. Il y a cette période-là. Et puis, il y a une deuxième période cruciale
c'est la construction européenne, dans laquelle, là encore, la gauche a joué un rôle important, et qui sont deux moments cruciaux dans ce choix du chômage assumé. Est-ce que là aussi, vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. C'est vrai que donc on l'a dit, il y a cette période Barre-Giscard qui est très importante. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la continuité idéologique jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, de ces pensées, de ces grands choix. Et donc c'est pour ça qu'on consacre beaucoup de pages aux années 80, après la victoire en mai 80 de Mitterrand, parce qu'on pense que c'est effectivement à ce moment-là que beaucoup de choses importantes se jouent. Premièrement, vous l'avez dit, il y a ce tournant de la rigueur qui, comme le dit un des anciens collaborateurs du Premier ministre Pierre Mauroy, est quasiment pris tout de suite. Il y a quelques mois de relance de l'économie, de politique dite keynésienne, parce que voilà, il faut donner des gages à un électorat, il y a un programme commun, les socialistes, les communistes, mais enfin, on voit et on le raconte en détail, certaines personnes, notamment Jacques Delors, qui dès le départ, donc qui est ministre de l'économie, ne croient pas du tout au programme commun, qui pensent que tout ça est tout à fait extravagant, et voilà, et pèsent pour faire tout à fait autre chose, ce qui sera fait. Et donc, ce tournant de la rigueur, il est pris beaucoup plus rapidement que ce qui est annoncé. On raconte d'ailleurs un peu l'histoire secrète autour de ça, un rapport qui est commandé à un économiste américain qui va finir au panier parce qu'il n'allait pas dans le sens de ce que voulaient faire les socialistes, éventuellement sortir du système monétaire européen pour essayer d'assumer cette politique de plein emploi en jouant sur tous les leviers possibles. Et effectivement, ce tournant de la rigueur, il va être fait au nom de la construction européenne. Et c'est là où c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on prend aussi beaucoup de pages pour raconter tout ça, parce que c'est vrai que la bande dessinée, c'est un cadre. On essaie d'utiliser ce cadre pour raconter justement le cadre idéologique et le cadre européen dans lequel ces choix s'inscrivent. Donc, bon, on n'a pas le temps d'entrer dans tout le détail. On le raconte dans de nombreuses pages, mais pour le dire rapidement, on revient sur des figures européennes un peu comme ça iconiques, comme Jean Monnet, bon, qui est une figure bien connue, mais bon, on revient sur son parcours. Comme le dit Georges Bertoin, qui était un de ses anciens collaborateurs, c'était quelqu'un qui avait une logique d'homme d'affaires, qui était assez proche des Américains à l'époque, qui avait une vision bien précise de l'Europe, de la construction européenne. On revient là-dessus, on revient en détail sur l'un de ses adjoints, Robert Marjolin, très méconnu du grand public, et qui lui aussi a préparé finalement la future monnaie unique et la façon de le penser, qui était vice-président de la Commission européenne. Comment ce cadre européen justement s'inscrit eh bien, dans un cadre idéologique néolibéral ou ordolibéral, qui est une déclinaison allemande du néolibéralisme, et donc voilà, qui est avec cette idée de servir d'abord le marché, comme le dit un économiste, François Morin, qui a beaucoup été présent également dans les coulisses des nationalisations, parce qu'on revient aussi sur comment sont passées les nationalisations avec les socialistes qui n'avaient pas du tout été préparés, à tel point qu'on se demande si finalement l'impréparation ne faisait pas partie du projet, et puis qu'après le balancier vers les privatisations est revenu dans l'autre sens. Eh bien, on montre effectivement, François Morin explique que lui, il a assisté au sein de la Banque de France comment à la genèse de cette monnaie unique et de l'euro, et comment effectivement il y avait deux scénarios, en gros ce qu'il appelle le scénario du couronnement, c'est-à-dire on fait d'abord la monnaie, l'économique et après le politique, et l'autre scénario qui était le scénario du Big Bang, où on se préoccupe d'abord de la politique et après on fera la monnaie, mais c'est d'abord le premier scénario du couronnement, c'est-à-dire d'abord la monnaie qui a prévalu. Donc on voit bien déjà comment tout de suite le ton est donné. Très bien. Et là aussi, c'était finalement l'intérêt, encore une fois, comme le disait Benoît, mais de revenir aussi sur la biographie, sur la vie de ces gens-là, leur parcours est très, très important parce que, voilà, on citait le cas, que ce soit de Robert Marjolin ou de Jean Monnet, mais c'est des gens, effectivement, qui avaient une vision de chef d'entreprise, donc, et qui, pour eux, dans leur idée, un État se gère comme une entreprise privée. Et bon, là encore, on est dans un continuum parce qu'on voit bien que c'est un discours qui a toujours lieu actuellement, quoi. C'est cette idée, effectivement, de l'État qui doit servir le marché, enfin, d'une certaine manière, en tout cas, où l'État doit vraiment être là. On voit bien qu'encore aujourd'hui,
avec le débat sur la réforme de l'assurance chômage, qu'il y a des dépenses qui sont bonnes à faire pour l'État et d'autres qui le sont moins, que effectivement l'assurance chômage, quelque chose de lourd, que ça coûte cher, voilà, il faut réformer ça. Bon, à côté de ça, il y a d'autres dépenses qui sont faites pour le secteur privé qui, là, on peut dépenser à l'infini et sans que ce soit un problème parce que là, c'est de la bonne dépense. Très bien, très bien. Alors, quand on vous lit et quand on vous suit, et par rapport à cette mise en perspective historique extrêmement riche, on a l'impression que l'élection d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est au contraire dans la continuité de ce processus. Est-ce que en faisant en disant ça, pour vous, la conclusion que je tire de votre travail, est-ce qu'elle vous paraît erronée ou est-ce que elle s'inscrit bien dans un long cheminement de 40 ans de construction européenne sous égide libérale, de déstructuration du marché du travail, de décodification du code du travail, de libéralisation des marchés financiers? Emmanuel Macron, c'est la continuité de tout ça, non? Moi, je dirais juste Pompidou, Emmanuel Macron, même combat. Hein. Effectivement, là encore, on est vraiment dans une même phase finalement. Hein. Donc, oui, il y a une vraie continuité. Mais peut-être que ça aussi, ça explique aussi des abstentions records aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, bah, les années passent, mais le monde évolue, mais peut-être pas le discours, pas du tout, quoi. Alors, on a peut-être un, comment, un président jeune, dynamique et qui emploie des termes à la mode. Mais bon, la Startup Nation, j'ai envie de dire, l'inventeur, c'est Georges Pompidou, quoi. Non, mais c'est pour ça que c'est très important, au-delà des personnes, de donner des grilles de lecture, de compréhension. C'est ça qu'on a voulu faire avec ce livre. Vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans notre discussion. Voilà, pour aller vite, c'est l'enfant de Raymond Barre et de François Hollande. On montre dans le livre à un moment Raymond Barre en 79 qui se fait interpeller par des militants qui protestent contre le chômage déjà qui commence à grandir et Barre dans une formule restée fameuse dit ah mais les chômeurs ils ont qu'à créer leur entreprise. Bon, ça résonne un peu avec la fameuse phrase de l'actuel chef de l'État qui dit non mais moi je remonte le boulevard Montparnasse et je vous trouve du boulot et il y a du travail si on veut. C'est aux chômeurs de s'activer pour trouver du travail et c'est comme ça qu'on résoudra le problème du chômage. Donc cette grille au-delà des personnes, encore une fois, je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe si on n'essaie pas de revenir justement aux racines idéologiques de tout ça. C'est pour ça que, par exemple, pour revenir d'un mot parce que le sous-titre, c'est enquête sur la violence économique, hein, les racines de la violence économique. Tout à l'heure, Damien parlait de ce personnage tout à fait méconnu, Tommaso Padoa-Schioppa. Alors, tout le monde connaît Jacques Delors, mais personne ne connaît Tommaso Padoa-Schioppa, qui est vraiment un des véritables architectes, d'ailleurs un peu un des maîtres à penser de Jacques Delors, donc un Italien qui a travaillé dans la banque, qui a été ministre de l'économie sous Romano Prodi, qui a travaillé à la Banque Centrale Européenne, il coche un peu toutes les cases, et qui... et donc, en fait, a véritablement pensé la monnaie, l'indépendance des banques centrales, parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est très important. C'est important d'entrer dans le détail de comment on considère l'État, à quoi doit-il servir, à quoi doit servir la monnaie. La monnaie, pour les néolibéraux, c'est quelque chose d'un peu... L'État ne doit pas mettre les mains dans la monnaie, en fait. C'est quelque chose d'un peu sale. Donc, il faut des banques centrales indépendantes. Ça, c'est très ordolibéral, indépendante avec évidemment beaucoup de guillemets, parce que derrière, c'est une certaine politique qui est menée en faveur de certains intérêts, parce que, comme le dit le sociologue Benjamin Lemoine, à un moment, quand vous cassez le circuit qui faisait que l'État contrôlait les masses monétaires et les banques, ce qu'on appelait le circuit du trésor, à un moment, c'est plus l'État qui investit, c'est l'État qui est investi par les épargnants et par les banques. Donc, vous changez complètement cette philosophie-là. Et c'est quelque chose qui est très violent. Quand vous lisez Padoa-Schioppa, on le cite en fait, on l'a lu, quand vous lisez ce qu'il dit, il parle de processus qui est, en parlant de la construction européenne, qui est effectivement pas vraiment démocratique. Quand vous lisez ce qu'il veut faire, et d'ailleurs, peu de temps avant sa mort, il a conseillé le gouvernement grec pour faire passer les réformes de structure. C'est hyper violent. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est caché, en fait, c'est quelque chose qu'il écrit et qu'il dit. Très bien, très bien. Alors, la bande dessinée, cette enquête, elle se termine
sur un épilogue qui peut prêter à interprétation. Vous nous renvoyez dans les années 30, dans les années 1930, et on a Antonio Machado qui est dans une attitude un peu ambivalente. Il y a d'un côté son attitude optimiste malgré la défaite, mais en même temps, cette défaite, elle ouvre à une période de plusieurs décennies de règne de Franco, d'une dictature par ailleurs très libérale. Comment on peut interpréter justement ce choix dans lequel voilà, il y a plusieurs bifurcations possibles. Vous laissez ouvert le champ des possibles. Pourquoi et dans quelle perspective? Damien? Oui, effectivement, rien n'est écrit en fait. C'est ce qu'on voulait dire dans cette fin, dans cette première fin, parce qu'il y a un post-scriptum qui est aussi très, très important. On pourrait y revenir après si vous voulez. Mais en tout cas, cette fin, quand l'anecdote, elle est racontée par Jean Ziegler et dans le livre. Et quand on continue à raconter cette anecdote, ça nous semble évident que c'était la fin parce que, voilà, rien n'est écrit d'avance, on ne sait pas. Et même, moi, j'ai souvenir d'un livre d'entretien de Raymond Aubrac qui se disait, mais qui lui, enfermé dans les prisons de l'armée allemande, il se disait, mais si on m'avait dit que 2 ans plus tard, on créerait la sécurité sociale, on créerait tout ça, enfin, j'aurais même pas pu imaginer quelque chose. On m'a pris pour un fou. En fait. On nous aurait pris pour des fous. On nous a pris pour des fous, en fait. Et ça, c'est un peu ça, en fait, que là, je sais pas, mais on est effectivement, il y a quand même, on est quelque part, peut-être à la fin d'un cycle, et on ne sait pas ce cycle-là et vers quel autre cycle il va amener, mais tout est possible, en fait. On voit bien que les lignes bougent dans différents secteurs, que cette crise du coronavirus, elle a des impacts majeurs, je pense, à la fois sur la vie concrète des gens et d'un point de vue aussi, je dirais plus profond, mais peut-être même philosophique aussi. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nos vies? Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour quelle place effectivement pour l'économie dans nos vies? Quelle place pour l'État? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre place au sein même de ces discussions démocratiques? Et voilà, c'est des processus très longs. On sait bien que c'est pas le mouvement des Gilets jaunes, il est très important. Il va être, à mon avis, fondateur. Je pense que c'est quelque chose qui va pas s'évacuer comme ça et qui va encore apporter ses fruits, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est des mouvements, des processus très longs. Mais en tout cas, voilà, rien n'est écrit d'avance et ça peut être, oui, effectivement, ça peut amener des périodes sombres comme le franquisme, mais ça peut amener effectivement aussi d'autres jours heureux. C'est pour ça qu'on a voulu laisser cette fin ouverte. Voilà, c'est un peu une allégorie avec cette figure de Machado, comme l'a très bien dit Damien. Et puis, on ne lit pas dans une boule de cristal. En même temps, voilà, on essaye de faire un constat assez lucide de ce qui se passe. On essaie de donner, comme je disais, des grilles de compréhension aux gens pour après, libre à eux de penser par eux-mêmes. Justement, c'est pas nous on a un point de vue qu'on assume et qu'on documente, et justement, on critique assez ceux qui nous disent ce qu'on doit penser. C'est pas à nous de dire au lecteur à la fin, alors ça va se passer comme ça ou vous devez penser ça. Non, chacun, voilà, est libre de se faire son opinion. Mais après, c'est vrai qu'on a eu le besoin de rajouter 2 pages, comme le disait Damien, après cette fin un peu allégorique autour de la figure de Machado, avec le journaliste Romaric Gaudin de Mediapart, qui fait un travail très intéressant et assez isolé. Enfin, il y a quelques exceptions autour justement du néolibéralisme et du décryptage de l'économie.
et qui a sorti un livre qui s'appelle La guerre sociale en France. Voilà, donc on a fait ce petit contrepoint final et qui permet, alors après, libre à chacun, encore une fois, de se faire sa propre opinion, mais qui décrit là le temps qu'on est en train de vivre. Et puis, voilà, qui peut paraître sombre, mais en même temps, voilà, on voit bien qu'on est dans une fin de cycle qui peut durer très longtemps. Les néolibéraux, le néolibéralisme est une idéologie très plastique fait tout pour se relever à chaque fois de crise. On est dans une fin d'un moment historique qui peut durer longtemps. Rien n'est joué, les lignes peuvent bouger, mais rien ne se produira s'il n'y a pas de rapport de force sociale, politique et syndicale. Et c'est un peu ce que dit Romaric Gaudin à la fin, en disant voilà, pour l'instant, en tout cas en France, c'est toujours les néolibéraux qui pilotent l'économie depuis des années. Il faut qu'il y ait une grande bifurcation, mais cette grande bifurcation où l'État ne sous-traite pas la question de l'emploi au privé et se préoccupe vraiment de ce qui est important pour la société. On voit bien ce qui se passe avec le coronavirus. Tout ça, c'est la conséquence de choix qui ont été faits. Mais en même temps, cette grande bifurcation, elle n'arrivera pas si la société n'en veut pas. Ne se mobilise pas, tout à fait. Très bien. Et si on ne réinvente pas non plus les imaginaires. Tout à fait. Quelque part. Il y a tout un travail effectivement propositionnel en termes d'imaginaire concurrent. Et c'est un peu le sens aussi c'est un peu le sens aussi de la préface de Ken Loach au début, le réalisateur britannique Ken Loach qui voilà, nous fait l'honneur de signer une préface et qui dit à un moment, alors je cite de mémoire, mais il dit à un moment, voilà, s'il y a pas une colère sociale sans relais organisé et sans volonté réelle, puissante de changer les choses, c'est un peu comme une bouilloire, la fumée d'une bouilloire qui s'évapore dans l'air. Très bien. D'où l'importance des colères du présent. Je voulais moi-même faire la référence à nos amis de colère du présent, mais vous m'avez pris de court, Damien, et je souscris totalement à votre remarque. C'est quoi la suite pour tous les deux Damien, bon, la BD enquête dans le champ social, même si avec Eldorado, hein, vous avez parlé de la condition ouvrière, de la question de la dette, hein, un autre de vos albums remarquables hein, que je conseille à nos auditrices et auditeurs et aux spectatrices et spectateurs. Mais c'était quand même quelque chose de nouveau pour vous, hein, la BD enquête, pas pour le coup, pas pour Benoît. C'est quoi vos projets? Est-ce qu'il y a d'autres vous avez d'autres chantiers, vous avez d'autres collaborations de prévues voilà, dites-nous. Benoît, vas-y. Benoît. Oui, moi, à titre personnel, je suis en train de travailler sur un livre d'enquête, un livre collectif sur la France-Afrique. Voilà, donc c'est un projet passionnant voilà, qui n'est pas Benoît, encore terminé, qui sortira dans sujets, plusieurs mois. il a le chic d'aller sur tous les sujets. Voilà. Bien Voilà. polémique, mais tant C'est mieux. un peu. Voilà, voilà. Et donc on en reparlera le moment venu. Et puis après, par rapport à l'enquête en bande dessinée, voilà, j'ai quelques idées qui me trottent dans la tête. Bien évidemment, j'ai envie de continuer à faire de l'enquête en bande dessinée. Voilà, c'est un peu comme les futurs choix économiques à venir. L'histoire n'est pas encore écrite. Très bien. Et Damien? Pour ma part, l'avenir, il sera sur de la fiction, mais avec toujours une dimension, en tout cas, historique et sociale. Et là, dans l'immédiat, en fait, je viens de terminer un nouveau reportage en bande dessinée pour la revue dessinée, en compagnie de la journaliste Hélène Ferrarini. Et là, on s'est intéressé à l'histoire des restitutions du patrimoine africain, mais en fait, en accent ça justement sur les collections privées, parce qu'il y a un petit peu la part oubliée en fait de la restitution des collections, parce qu'on s'intéresse beaucoup aux collections publiques, mais il y a tout ce champ privé justement qui échappe à cela. Voilà. Et donc ça sera à apparaître au mois de juin. Très bien. Écoutez, j'espère que pour tous les deux, on aura le plaisir de vous entendre ou de vous voir dans le cadre des prochaines éditions du Salon du livre d'expression populaire et critique sociale. Ce sera avec grand plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous interviewer tous les deux et j'ai pris énormément de plaisir à lire cette remarquable enquête, hein, Le choix du chômage, Benoît Colomba, Damien Cuvillier.
de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique avec une très belle préface de Ken Loach. C'est sorti cette année, c'est chez Futuropolis. Courez l'acheter, c'est vraiment un travail remarquable. Hein. Et je me demande, étant moi-même universitaire et étant souvent plongé dans des ouvrages, je me demande finalement si le choix du message, de la façon de porter le message, elle est peut-être pas plus efficace comme vous l'avez fait là que par les gros livres extrêmement denses et qui parfois peuvent rebuter beaucoup de gens. Voilà, je pense que ça vaut le coup de renouveler l'expérience. Merci à tous les deux.